Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons échanger à propos du thème « Le nucléaire, une énergie d'avenir ». Donc, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Madame Tripathi. Vous étiez d'abord cadre dans l'industrie du nucléaire il y a 10 ans, mais vous avez finalement rejoint un autre milieu, celui associatif et des think tanks. Ainsi, depuis, vous occupez plusieurs fonctions. Vous avez fondé en 2018 l'association Les Voix du nucléaire, dans une démarche de transmettre des informations aux citoyens sur le nucléaire et de montrer sa nécessité dans la transition énergétique bas carbone. Vous avez également créé en 2020 le think tank EcoHumans, qui a pour but de donner la parole aux scientifiques quant à la transition énergétique. Vous êtes finalement directrice générale du think tank européen TerraWater, qui soutient et développe des actions en faveur d'une transition énergétique viable et durable. Vous enseignez également depuis 2022 à Sciences Po Paris. Nous sommes également accompagnés de Madame Moyer. Vous avez travaillé il y a une dizaine d'années dans l'exploitation et la construction d'un site de production nucléaire médicale. Vous étiez notamment en charge de la sûreté des projets. Vous étiez également coordinatrice des mouvements Alternativa et Action non violente principalement lors de la COP 21. Ces deux mouvements prônent la mobilisation citoyenne pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver l'environnement. Vous êtes aujourd'hui chargé de campagne France Greenpeace depuis 2021 et êtes spécialiste des questions sur le nucléaire. Vous êtes parallèlement directrice de publication depuis 2022 de la revue Alternative non violente, qui a pour objectif de regrouper des travaux des chercheurs et militants vis-à-vis de la non-violence, ainsi que de donner de la visibilité aux initiatives non violentes. Donc, tout d'abord, j'ai une première question à vous demander, qui est au cœur des débats politiques de ces dernières années et qui a notamment pris encore plus d'importance à la suite de l'invasion russe en Ukraine en 2022. En effet, le système énergétique de l'Europe a été remis en cause du fait des sanctions prises à l'encontre de la Russie, réduisant drastiquement les importations européennes de gaz russe. La question de la dépendance et de la souveraineté énergétique est alors devenue primordiale. Les États doivent pouvoir assurer l'alimentation énergétique de leur territoire. Ainsi, le nucléaire est-il une solution pour la France afin de consolider sa souveraineté énergétique? Permettrait-il d'être moins dépendant vis-à-vis des instabilités géopolitiques? Je vous laisse commencer, Madame Tripathi. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors je vais commencer par, je t'avais promis que je trouverais forcément quelque chose à rectifier dans mon introduction. Alors je vais le faire très rapidement. C'est que donc entre le passage dans l'industrie nucléaire que j'ai quitté il y a 10 ans et le fait que je sois rentrée, j'ai décidé moi de rentrer dans la société civile et de créer des organisations de société civile. J'ai passé 4 ans aux Nations Unies Global Compact sur les COP et sur les négociations climat et notamment pour intégrer, impliquer et responsabiliser les entreprises lors de la COP 21 des accords de Paris. Donc c'est une étape très importante de ma carrière qui m'a fait revenir vers le nucléaire alors que je l'avais quitté volontairement. Je me suis rendu compte que c'était une clé indispensable à la transition. Et le deuxième point que je voulais souligner, c'est que depuis que j'ai créé les Voix du nucléaire il y a 6 ans, j'ai travaillé en tant que bénévole et j'ai accepté pendant des années de le faire à plein temps sans revenu. Voilà, donc ce n'est pas mon activité salariée. Voilà, et ça c'est important quand même. Et donc pour répondre à ta question, désolée, alors oui effectivement, donc l'Europe et le reste du monde a quand même pris une conscience brutale de l'importance du nucléaire au regard des questions d'indépendance énergétique. Alors on était certains heureusement à avoir pris cette conscience au nom des enjeux climatiques et environnementaux bien avant. Donc c'est bien, on a reçu du soutien et du coup les oreilles un petit peu et l'écoute a changé et on a pu aussi transmettre ces fondamentaux d'empreinte carbone, d'empreinte environnementale, de solidarité internationale qui sous-tendent beaucoup notre action en tant que citoyen favorable à toutes les énergies bas carbone, donc c'est nucléaire, hydroélectricité, éolien et solaire, tout ensemble. Et c'est vrai que cette question d'indépendance énergétique, notamment avec les élections récentes américaines et ce qu'on voit se profiler à l'échelle géopolitique mondiale, commence à devenir absolument critique dans le maintien de nos démocraties. C'est-à-dire que notre capacité
de décision en propre, notre capacité de résistance à tout ce qui est les fake news, à tout ce qui est l'ingérence, à tout ce qui est les bras de fer et les chantages aujourd'hui économiques, mais qui pourront aller d'ailleurs plus loin, vient beaucoup de notre capacité à développer cette indépendance énergétique. Et aujourd'hui, le nucléaire, avec l'hydroélectricité qui par définition a une capacité de développement réduite à la capacité topographique des pays, est-ce qu'il y a des vallées ou pas, est-ce qu'on est prêt à les noyer, l'industrie nucléaire est la seule aujourd'hui énergie indépendante, autonome du continent européen. On importe quasi 100% des énergies fossiles, on importe 95% de nos panneaux solaires photovoltaïques de la Chine, on importe 70% de nos pales éoliennes, on importe tous les matériaux critiques nécessaires à tout ce qui est les batteries, les interconnexions, toute la techno-infrastructure autour de l'interconnexion des différentes sources d'énergie entre elles. Donc c'est indispensable qu'on conserve une part aussi importante que possible de nucléaire dans le mix, parce que c'est la seule source d'énergie en Europe qui ne dépend que de nous-mêmes. Et d'ailleurs, l'Europe aujourd'hui est à plus de 60% dépendante en termes énergétiques. L'Allemagne est bien au-dessus, à quasi 70% dépendante. Nous, on a 45% grâce à notre parc nucléaire, et proportion qui va s'accroître si on parvient à électrifier encore plus et à sortir encore plus des énergies fossiles qui, il est important de le rappeler aujourd'hui, représentent plus de 75 ou 85% suivant les jours de notre approvisionnement énergétique en France. Donc on parle souvent d'être une nation nucléaire, on est encore une nation très fossile. Et c'est bien vers les fossiles qu'on se tourne et la sortie des fossiles qu'on doit se tourner. Alors, concernant la souveraineté énergétique, effectivement, la guerre en Ukraine a bien montré la dépendance, enfin, a illustré la dépendance de la France pour le fonctionnement de ces centrales nucléaires à de l'uranium qui est entièrement importé de pays étrangers. En France aujourd'hui, on n'exploite pas d'uranium. Donc, la souveraineté énergétique grâce au nucléaire est une chimère. C'est impossible de l'obtenir puisque la matière fondamentale pour produire de la fission et donc la chaleur dans les réacteurs nucléaires, c'est l'uranium. Tout à l'heure, on discutait, tu me demandais si je venais souvent, si je connaissais l'île, et je suis venue effectivement souvent dans le coin, à Dunkerque précisément, parce que avec Greenpeace, on s'est aperçu que après la déclaration, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la France continuait d'importer de l'uranium enrichi russe, livré par des cargos en provenance de Saint-Pétersbourg, livrés au port de Dunkerque. Et donc, j'ai passé avec mes collègues du temps à documenter, filmer ces déchargements d'uranium naturel, d'uranium enrichi russe, pardon. Et on s'est aussi rendu compte que l'uranium naturel qui provient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, qui est à peu près la moitié de l'uranium naturel qu'on importe par année en France, passait par la Russie, donc passait entre les mains de l'industrie nucléaire russe, qui s'appelle Rosatom. Rosatom, c'est une entreprise qui a été fondée par Vladimir Poutine en 2007, qui chapeaute toute l'industrie nucléaire civile et militaire russe. Donc Rosatom occupe depuis 3 ans, en mars ça fera 3 ans, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, occupe illégalement avec l'armée russe cette centrale-là. Cette centrale permet à la Russie d'agiter la menace nucléaire dans le cadre de cette guerre menée en Ukraine. Et donc, c'est rendu coupable de crimes. C'est une entreprise criminelle. Il y a des employés qui ont été torturés dans cette centrale. Et donc, la France, qui soutient ouvertement le peuple ukrainien, importe tout de même, via Rosatom, via cette entreprise russe liée à Vladimir Poutine, de l'uranium. Et donc ça, nous l'avons dénoncé, et ça montre bien que la France est dépendante ça crée une incohérence, puisque
on soutient ouvertement un peuple, le peuple ukrainien, mais on continue à alimenter la guerre, à alimenter une entreprise criminelle en donnant de l'argent à Rosatom, en achetant, en continuant le commerce de l'uranium. Et ça, donc on s'est beaucoup intéressé justement au lien entre la France et cette entreprise. Et il y a des contrats sur toute la chaîne du nucléaire français, du CEA, au contrat avec EDF, Orano, etc., avec Rosatom. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que donc les importations d'uranium enrichi russe ont un peu diminué parce que quand même c'était difficilement assumable par EDF. Il y a un balai continu de cargos qui proviennent de Saint-Pétersbourg qui livrent encore aujourd'hui de l'uranium en France. Donc on voit que déjà aujourd'hui, on est dans une situation où on dépend de pays dans lesquels il y a une situation géopolitique très compliquée. Donc, j'ai parlé de la Russie, on peut parler du Niger. Orano vient de perdre l'exploitation d'une de ses mines au Niger. Alors, on a aussi l'uranium qui vient du Kazakhstan, d'Australie. Voilà, donc ça, c'est une ressource très problématique qui nous empêche d'être cohérent parfois, en tout cas qui empêche le gouvernement d'être cohérent avec ses propos. Et dans un monde en déstabilisation géopolitique comme il est aujourd'hui, avec en plus les déstabilisations que va amener le dérèglement climatique avec les tensions autour des ressources naturelles, c'est problématique d'avoir cette dépendance. Peut-être pour rebondir sur les énergies renouvelables. Donc, il y a une grosse partie des composantes éoliennes qui sont fabriquées en France, et les deux plus gros fabricants d'éoliennes dans le monde sont européens. Donc, il y a Siemens Gamesa en Espagne et Vestas au Danemark. Donc, pour les panneaux solaires, c'est vrai que pour l'instant, il y a une énorme partie qui vient de Chine, mais il y a des usines qui sont en cours de fabrication en Europe. Et donc, voilà, il y a un enjeu à augmenter les capacités de fabrication des énergies renouvelables en France et en Europe, et ça reprend le chemin. Alors, on a ouvert plein de dossiers, donc on va essayer de suivre dans ces dossiers. C'est important. Alors, je voulais commencer par ça parce que en fait, ça explique beaucoup de trucs et on se rend pas forcément toujours compte. Cette pastille d'uranium oxydé qui rentre dans les centrales nucléaires, qui fait 7 grammes, alors pas celle-là parce que c'est pas une vraie, ça représente 1 tonne de charbon en équivalent énergie produite. Un peu plus de 800 kilos de gaz, et ça traduit cette caractéristique phénoménale de l'uranium, qui en plus d'être bas carbone, et ça c'est évidemment le bonus, est extrêmement dense énergétiquement. Ce qui veut dire qu'avec très peu de quantité et de matières premières que vous amenez au réacteur, vous arrivez à produire énormément d'électricité bas carbone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous générez comme déchets est proportionnel à cette taille, reste à l'intérieur du processus industriel, n'est jamais en contact avec l'environnement et la population, parce que c'est en petite quantité, on sait le gérer. Ça ne part pas dans l'atmosphère. Ça veut dire aussi qu'il y a l'occupation des territoires, des sols, est extrêmement faible, parce qu'aujourd'hui, vous faites en France 70% de l'électricité du seul pays du G7 à avoir décarboné son système électrique sur 18 sites, avec 57 centrales. Ce qui, en termes d'empreinte au sol et d'occupation de ce que vous pouvez dédier aux activités humaines, au réensauvagement en forêt, etc., est extrêmement important. Et ça a une autre conséquence, qui est la consommation des ressources naturelles. Parce que tout ce que vous consommez autour, que ce soit en cuivre, en acier, en béton, en ce que vous voulez, va être proportionnellement inférieur à tout le reste à cause de cette densité. Et donc c'est pour ça que tout le retour d'expérience des 60 ans de nucléaire mondial et des 50 ans de nucléaire français aujourd'hui démontre que tous les calculs, là je parle en chiffres, je parle pas de perspective de ce qu'on voudrait, du retour d'expérience qu'on a aujourd'hui avéré, c'est que c'est de très loin la
la source d'énergie avec la plus faible empreinte environnementale et avec une empreinte environnementale climatique particulièrement très faible en France, puisqu'on a 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Pourquoi je le mentionne? Parce que le gaz est à 400 et à 100 fois plus. Parce qu'aujourd'hui, y compris les énergies renouvelables, dont, soyons très clairs, sont un complément indispensable au nucléaire et à l'électricité, donc les énergies éoliennes et solaires ont aussi une empreinte carbone supérieure, en particulier en France, puisqu'en France, on est particulièrement vertueux de ce point de vue. Tout ça pour dire que la seule ressource que le nucléaire utilise de manière intensive, c'est la ressource humaine. C'est la connaissance scientifique, c'est le partage des connaissances, c'est le savoir-faire, c'est l'expérience, c'est la capacité à collaborer ensemble sur la durée, et c'est la capacité à prendre des décisions ensemble. Vous pouvez pas, comme vous pouvez l'avoir avec les fossiles notamment, la capacité à prendre une décision tout seul et à faire ce que vous voulez. Donc vous êtes vraiment dans une situation où c'est effectivement une énergie très humaine de ce point de vue-là, parce que c'est la seule chose qui est requise en abondance. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que ça nous amène évidemment à l'uranium, qui est la fameuse soi-disant point d'achoppement. Aujourd'hui en France, on a l'intégralité de la chaîne de fabrication de compétences, de connaissances nécessaires à faire tourner notre parc nucléaire, à le faire avancer et à aussi progresser vers les étapes futures du nucléaire de demain. Il y a une chose qu'on continue à importer, alors il y en a deux, que je voulais la souligner. La première, on importe aujourd'hui de l'uranium naturel parce que on en a sur le territoire qu'on a décidé de réserver en stock stratégique. C'est un peu comme le charbon en France, on a des mines qui continuent à avoir des poids dedans et on a décidé que c'était pas forcément le moment de les exploiter. Si on pouvait faire, mais autrement. Et donc on importe, alors plus du Niger, mais beaucoup du Canada, du Kazakhstan et de l'Australie, particulièrement du Canada, on importe de l'uranium naturel. Mais l'uranium naturel, c'est 2% du prix. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous avez un choc de politique mondiale, comme par exemple le Niger, qui était une des sources d'uranium naturel pour toute la planète, quand le Niger a fermé, il s'est rien passé quasiment sur le prix du nucléaire, de l'énergie nucléaire. Parce que c'est une portion extrêmement faible, parce que c'est pas stratégique. Vous en avez besoin de très peu. Tout le monde en a en stock. On a 30 ans de stock sur le territoire. Si on décide de recycler l'uranium sorti des centrales qu'on a déjà, qui est disponible dans nos installations qui sont sur le territoire, on a pour des milliers d'années d'approvisionnement devant nous, si on le souhaite. Et cet uranium-là, aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui engendre des guerres de possession, qui engendre des chocs disruptifs, etc. Parce que c'est pas stratégique. Donc, la dépendance à ces pays-là, elle continue à exister. Lui, effectivement, on peut citer le Niger, on peut craindre le Kazakhstan. Bon, c'est pas comme 95% du solaire, beaucoup dans les régions où il y a les Ouïghours qu'on connaît. Bon, ça, le truc, c'est pas de se priver des panneaux solaires, il faut pas, mais c'est d'agir pour que ça puisse plus être le cas, d'agir pour que 95% de l'approvisionnement ne soit pas fait en Chine. Alors, c'est très compliqué, l'Union européenne a essayé de monter des usines de panneaux solaires en Europe, a subi échec sur échec, puisque Greenpeace et beaucoup, et moi aussi, à Dunkerque en ce moment pour le débat sur le période de Gravelines. Vous savez certainement que l'usine de batterie qui devait être montée sur le bassin industriel de Dunkerque vient d'être suspendue pour être annulée. Donc c'est pas du tout si simple que ça. Mais on peut parler du cuivre aujourd'hui, en RDC, dans la région du Katanga, en Russie, en Iran, on va parler du fer, aussi, la Russie. Tout ça étant des pays dont effectivement on aimerait tous collectivement, auprès desquels on aimerait tous collectivement un peu moins s'approvisionner. Donc pas vraiment de dépendance. Et pour ce qui est de Rosatom, parce que quand même on a passé un peu de temps là-dessus. Donc effectivement, donc l'enrichissement est une étape de service de fabrication. C'est-à-dire c'est pas l'uranium naturel. La conversion, parce que les Chinois, ensuite il y a l'enrichissement, ensuite il y a le pastillage, et ensuite vous mettez à la centrale. Et la Russie a historiquement des très grandes capacités d'enrichissement qu'elle a amené à la disposition de tous les pays nucléarisés de la planète, et notamment les États-Unis, la France,
l'Angleterre, etc., pour enrichir ce que nous, on préférerait ne pas enrichir aujourd'hui, mais qu'on conserve comme stock stratégique, qui sont l'URT, l'uranium de retraitement qui a été recyclé. Donc, c'était des contrats en cours qui, effectivement, sur cette portion de service-là, ont traditionnellement, historiquement, sont passés par l'OMC. Et ce qu'on a surtout fait, en fait, la France, c'est qu'on a réduit la nécessité que l'Allemagne avait d'importer du gaz. Vous avez probablement suivi la position que l'Allemagne a tenue au sein de l'Europe quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, quand il y a eu des négociations basées sur le gaz russe. En fait, la capacité d'exportation de la France, qui est énorme en termes d'électricité bas carbone, qui contribue à réduire l'empreinte carbone du continent de plus de 30%, ce qui est quand même énorme, de l'électricité du continent de plus de 30%. En fait, c'est surtout à ça qu'on a servi. Les entreprises françaises sont aujourd'hui en train de travailler pour développer des assemblages, en fait, l'équipement qui porte l'uranium et qui vient s'insérer à l'intérieur des centrales. On est en train de développer la version russe pour permettre à tous les pays de l'Est de l'Europe qui ont des centrales de conception russe de pouvoir arrêter leur dépendance à la Russie. Nous, on n'a évidemment pas les seules centrales de conception russe en France, elles sont toutes de conception franco-américaine d'ailleurs, et les prochaines seront, donc le plan est plutôt franco-allemand. Mais effectivement, en fait, on œuvre surtout à réduire la dépendance du continent, à réduire la dépendance des Allemands, qui avec leur plus grosse économie de l'Union, pèsent énormément sur la manière dont l'Union européenne prend ses décisions collectives, notamment vis-à-vis du géant russe, mais il faut en parler aussi du géant américain, qui met une pression de plus en plus importante, et qui a bien l'intention, c'est pas qu'il a l'intention, c'est en train de se produire, de remplacer tout le gaz qu'on recevait de la Russie par pipeline, par du GLN, en français, pardon, excusez-moi, du gaz naturel liquéfié qui arrive par méthanier en Allemagne et bientôt en Grèce. Donc on est en train de remplacer une dépendance par une autre, avec l'autre dépendance chinoise sur tout ce qui est les batteries, les panneaux solaires, etc. Donc soyons focalisés sur ce qu'on peut faire de mieux avec toutes les énergies bas carbone dont on dispose, dont les deux souveraines, qui sont le nucléaire et l'hydroélectricité, avec autant de solaire et d'éolien qu'on peut, aussi vite que possible, parce qu'on va devoir électrifier 80% de notre consommation énergétique. Il faut pas oublier que le vrai il est là, que ce soit du point de vue de l'environnement, du climat, de l'impact sanitaire sur les populations, avec 10 000 morts par an, le charbon allemand à visée électrique, que ce soit sa question d'indépendance énergétique, de souveraineté, d'économie, de pouvoir d'achat, etc. On fasse ce qu'on peut au maximum pour avoir un mix entièrement bas carbone sur l'Union européenne, puisque la France est les pays. Et la France, on a déjà 97% bas carbone, notre électricité. Alors, il y avait beaucoup de choses. Donc, si on repart de la petite Bastille d'uranium, c'est vrai que le nucléaire, c'est fascinant. Enfin, c'est sûr que ça fait rêver. Et enfin, moi-même, je suis passionnée par la radioactivité. Ça force le respect. C'est plus fort que nous, en fait. Et donc, c'est un peu une énergie magique, on va dire. Mais le problème, c'est quand ces pastilles d'uranium, quand on ne maîtrise pas plus la fission dans les réacteurs nucléaires et qu'il y a un accident, eh bien, on n'a pas seulement les déchets qui sont issus du cycle du combustible, mais Tchernobyl, les retombées radioactives de Tchernobyl, donc les produits de la fission en microparticules, se sont répandus sur plus de 13 pays européens qui ont été contaminés sur la moitié de leur territoire et 8 autres sur 30% de leur territoire. Ça a touché 3 milliards d'individus. Le nombre de décès à cause de l'accident de Tchernobyl est
à des fourchettes incroyables, hein, entre 200 000 et 985 000 d'après l'Académie des sciences de New York, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites, il y a beaucoup de contre-études qui ont été faites par l'industrie nucléaire, et énormément, parce que les décès c'est une chose, mais ce sont les gens qui vivent avec des maladies qui sont provoquées par les effets des radioéléments incorporés dans le corps humain, soit respirés dans la suite de l'accident nucléaire, soit ingérés, et aujourd'hui encore ingérés continuellement par les personnes victimes. Et se trouve que je reviens de 2 semaines en Ukraine, que j'ai passé au mois de novembre, pour aller notamment à Tchernobyl, à Zaporizhia. J'ai rencontré beaucoup de personnes le long de cette mission qui vivent avec les conséquences de Tchernobyl. Hein. L'accident n'est pas fini, c'est une réalité pour de nombreuses personnes qui ont dans leur famille des gens qui naissent avec une main en moins, qui touchent une rétribution suite à l'accident. Et j'ai parlé avec des femmes de villages proches de Zaporizhia je n'ai jamais rencontré des personnes aussi lucides sur l'impact d'un accident nucléaire. Elles nous expliquaient, en fait, on a notre sac qui est prêt à être pris, on a mis notre passeport, les photos auxquelles on tient et des documents administratifs. Et s'il y a un accident à la centrale, on sait, on prend au sac et on se confine parce qu'elles savent exactement ce qu'il faut faire dans les premières heures pour se protéger. Et après, on part, on sait que si le nuage va dans notre direction, on ne reviendra jamais chez nous. Donc ça, c'est un des impacts, c'est un des risques. Et ce risque n'est jamais égal à 0. Et l'histoire nous le montre avec Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island, qui sont des accidents majeurs qui sont arrivés dans le monde. Aujourd'hui, les présidents successifs de l'autorité de sûreté nucléaire ont tous dit qu'un accident était possible en France. Bien sûr, le job de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est de s'assurer de la meilleure sûreté possible pour qu'il n'y ait pas d'accident nucléaire. Mais c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qui va avec l'utilisation de cette merveilleuse énergie. Ensuite, pour les déchets qui sont produits, ils sont particuliers parce que il y a un certain nombre de déchets qui sont radioactifs, donc dangereux pendant 100 000 ans. On n'a pas de solution satisfaisante pour gérer ces déchets. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours d'expérimentation. On appelle d'expérimentation, ça s'appelle le projet CIGEO à Bure. Vous savez où c'est Bure? Non, c'est pour ça que c'est là. C'est dans la Meuse. C'est dans la Meuse, c'est là où il y a le moins d'habitants au kilomètre carré, donc le moins de résistance possible. Et c'est pour ça que ce site a été choisi, parce que il y a une énorme prospection de plein de sites, de lieux d'enfouissement possibles. Et en fait, les habitants ne veulent pas avoir ces déchets dans leur sol. Et il y a un film qui en parle du comité central, Notre planète mourra proprement, je crois, qui raconte toute cette épopée de trouver un site pour essayer d'enfouir les déchets nucléaires. Donc l'objectif, c'est de les mettre 500 mètres sous terre. Et sauf que c'est pas une bonne solution. On peut se dire, ok, ça sera protégé pour les générations futures, mais c'est pas une bonne solution parce que on sait qu'avec le temps, les radioéléments vont diffuser dans la terre et vont contaminer les nappes phréatiques. Alors, il y a beaucoup d'autres choses dessus, mais je ferme ici. C'est juste pour dire que les déchets ne sont pas neutres pour l'environnement et ce n'est pas une affaire qui est simple. C'est un véritable fardeau que nous avons déjà à gérer et que les générations futures vont gérer. Donc voilà. Ensuite, le recyclage de l'uranium. Aujourd'hui, donc il y a un recyclage de 1% qui est réalisé sur tout le cycle du combustible, ce qu'on appelle le combustible irradié. Le combustible, c'est ce qu'on met dans le cœur du réacteur avec des crayons d'uranium pour réaliser la fission. Et ça, c'est le Haut Conseil pour la transparence et l'information sur la sûreté nucléaire qui le dit dans un des rapports. C'est écrit noir sur blanc ce que je vous dis. Donc il y a l'uranium de retraitement qui est recyclable et
et on a une énorme quantité, mais comme l'a dit Madame Tripati, on l'envoie en Russie pour qu'il soit réenrichi en Russie, donc on est dépendant de la Russie pour le recyclage de cet uranium. Et en plus, on appelle ça des déchets nucléaires, parce qu'il y a 10% qui reviennent enrichis et qu'on peut réutiliser, et 90% qui restent à la charge de l'enrichisseur sur place. Donc ça veut dire que 90% de ce qui est envoyé, on le laisse en Sibérie. Donc pour nous, c'est une manière de se débarrasser des déchets nucléaires. Alors que les énergies renouvelables, elles sont quasiment à 100% recyclables, que ce soit les batteries, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Il y a des avancées technologiques absolument incroyables qui sont faites qui sont faites depuis ces dernières années et qui continuent à être réalisées. Voilà, donc juste pour reparler de parce que là du coup je rebondis un peu sur tout ce qui a été dit. L'objectif donc déjà le gaz le gaz fossile c'est pas du tout une solution, c'est l'objectif aujourd'hui par rapport à l'urgence climatique, c'est quoi? Si on regarde la situation actuelle, c'est 2030. L'objectif, c'est de sortir, c'est de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et donc, c'est de mettre en œuvre des actions qui vont conduire à cette réduction. Et la solution, donc, les réacteurs nucléaires. Donc, combien de temps il faut pour construire un réacteur nucléaire? Vous savez? Ça peut aller de 4 à 5 ans quand on est non, c'est de 10 à bien longtemps quand on fait un prototype. Voilà, c'est de 10 à 15 ans. En tout cas, pour EDF, 20 ans. Pour vous dire, EDF, là, on vient de démarrer le PR de Flamanville. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Le chantier a duré 17 ans. Aujourd'hui, EDF construit des réacteurs nucléaires à Hinkley Point, en Angleterre, qui prennent un retard énorme et avec des surcoûts énormes. Donc, en gros, l'objectif aujourd'hui, si on veut réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre qui va avoir un impact sur l'augmentation de la température de la Terre, eh bien, ce sont les économies d'énergie. C'est réduire drastiquement notre consommation d'énergie. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On change nos modes de vie. On change nos modèles de transport. Ça veut dire qu'on ne va pas modifier tout le parc de véhicules thermiques en véhicules électriques. Ça, c'est insoutenable pour la planète au point de vue des ressources humaines, des batteries qu'il faudra avoir pour les faire fonctionner, etc. Et donc, associé à ça, ce sont les énergies renouvelables qui sont beaucoup plus rapides à construire. Aujourd'hui, c'est le moyen le moins cher et le plus rapide de produire de l'électricité dans le monde. Et elles sont en train de complètement supplanter la production nucléaire au niveau mondial, et c'est en croissance exponentielle. Moi, je vais m'arrêter là parce que du coup, on ne fait pas trop de ping-pong, vu qu'on fait des tunnels. Peut-être qu'on peut essayer de réduire nos temps de parole pour tous répondre par nécessaire. Voilà. Oui, effectivement, je propose une réponse très courte, et après, comme ça, on pourra passer à une thématique. Voilà, donc vous noterez que je suis très courageuse et que j'accepte de répondre que très rapidement, mais je suis d'accord avec Pauline et avec Damien. C'est dommage de vous laisser sur bord et de parler entre nous. C'est pas du tout l'objectif de la soirée. Je vais quand même dire 2-3 trucs qui me semblent importants. D'abord concernant les accidents nucléaires et les conséquences sanitaires de ces accidents. Il y a eu effectivement 3 accidents nucléaires, nucléaire mondial, depuis le début du nucléaire civil, majeurs, qui sont Three Mile Island, Fukushima et Tchernobyl. Qu'un seul d'entre eux a fait des morts. C'est Tchernobyl. Il y a eu 0 mort pour Fukushima. C'est faux. Il y a eu 0 mort pour Three Mile Island. Sur Fukushima, il y a eu des conséquences sanitaires, donc des décès graves qui ont été dus à l'évacuation. Qui ont été dus au mouvement de panique, parce que les gens avaient peur à cause de ce qui leur avait été dit sur ce genre de choses. Ils ont eu raison aussi de quitter, parce que ça peut être très dangereux, effectivement. Mais le fait est qu'il n'y a eu aucun mort lié à l'explosion et à la radioactivité qui s'échappait de la centrale de Fukushima. Ça, Fukushima, c'est l'accident industriel le plus documenté, monitoré, suivi de l'histoire de l'humanité. Tchernobyl,
a aussi été extrêmement couvert par toutes les agences sanitaires mondiales, par l'OMS, par la Commission européenne qui n'est pas particulièrement pro-nucléaire, je vous rassure, etc., par l'ONU, par tous ces gens-là. Le bilan, il est plutôt de 2500 morts, et pas entre 200 000 et 900 000, c'est pas beaucoup. Non, mais moi, je vous encourage à aller voir les rapports de l'UNSCAR, qui sont l'organisme qui dépend de l'Assemblée générale des Nations Unies d'un côté et de l'Organisation mondiale de la santé de l'autre, et qui a le même fonctionnement que le GIEC. Donc le GIEC sur le climat, l'UNSCAR sur les retombées radioactives et le suivi de la radioactivité dans le monde pour les opérations civiles et accidentelles et en continu. Donc c'est pas des chiffres que j'invente, allez les voir, ils existent. Nonobstant, l'accident de Tchernobyl était extrêmement grave, il ne doit plus se reproduire, la question d'une technologie désormais obsolète, Dieu merci, qui est un petit peu l'équivalent de ce que la Ford GT a été pour l'automobile. Donc Dieu merci, les contrats actuels ne ressemblent plus du tout à ça et ne présentent pas du tout ce risque. Et quand vous faites le bilan mondial de l'impact sanitaire, le nucléaire se situe, encore une fois, très très bas parmi, c'est pas l'énergie qui a entraîné les moindres conséquences sanitaires, maladies et décès sur l'entièreté de son existence. C'est des chiffres qui existent, qui sont partagés par la communauté scientifique, qui font l'objet d'un consensus aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est important parce que il faut pas inventer des choses comme ça, c'est trop grave. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens doivent être contre le nucléaire et pas favorables au nucléaire. Il n'est pas nécessaire de tomber dans ce que je considère comme un écart, pour être honnête. Le risque zéro, bien sûr, n'existe pas. C'est pour ça que, comme toutes les autres industries, il faut y prêter attention. Greenpeace est très attentif à Dunkerque dans le débat de Gravelines pour regarder toutes les conséquences qui pourraient être celles sur les nouveaux réacteurs, la montée des eaux, du réchauffement climatique, etc. Ils ont raison. Donc, il y a énormément de dispositions qui sont prises, comme nulle part ailleurs, pour ces réacteurs. Par contre, Greenpeace n'a pas fait d'études sur l'usine de BASF, le terminal méthanier et tout le bassin industriel dunkerquois, qui, honnêtement, pose aussi un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, l'impact sanitaire des centrales au charbon, c'est 10 000 morts par an avérés. C'est pas un risque. Et c'est pas une fois dans toute l'histoire de l'humanité. C'est tous les ans en Europe seulement. Je parle même pas des États-Unis, de la Chine et de l'Inde, qui sont des grands pays qui consomment énormément de charbon et qui impactent la planète entière, que ce soit du point de vue sanitaire ou climatique. Je me disais, c'est un peu long, mais c'est hyper important ces points-là, parce que c'est pas important d'établir quelque chose. Sur Bure, c'est important de dire que le choix du site de Bure dans la Meuse, effectivement, quand vous implémentez un site industriel, c'est vrai pour tous les sites industriels, vous essayez d'éviter les zones où il y a beaucoup de biodiversité et où il y a beaucoup de population. C'est pareil, normal. Après, le site de Bure, il a été choisi pour sa configuration géologique, qui est extrêmement particulière, avec des grandes bandes d'argile, qui font qu'il y a une stabilité exceptionnelle qui est attendue sur ce site. Et quand on parle de potentielle diffusabilité des déchets qui seront enfouis, qui représentent 0,16% des déchets, ce qui est très bien, puisque tous les déchets du parc nucléaire français, encore une fois, 70% de l'électricité d'un pays développé, ultra électrifié, 60 ans de ça, tous les déchets, ça représente un gros cube devant le parking de Notre-Dame. C'est ça, c'est l'équivalent. À cause de cette fameuse densité, on prenait 0,16% de ça, c'est ça qui va se retrouver à Bure. Et aujourd'hui, on compare à Auclos, qui est un réacteur naturel qui s'est formé naturellement au Gabon, qui est très intéressant, exactement dans ces circonstances en dessous, mais sans la configuration géologique qui est à Bure et sans les dispositifs de confinement. Ça n'a pas bougé en 2 milliards d'années. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais on est peut-être capable d'apprécier le risque 0,00001 par rapport à des risques qui sont à 1, qui sont aujourd'hui du charbon, du gaz, du pétrole, qu'on crache dans l'atmosphère, avec des conséquences aujourd'hui extrêmement nettes. Donc ces trucs-là, ils sont dangereux, c'est vrai, aucun débat là-dessus. On sait les gérer, ils sont dans le processus, ils n'ont jamais touché ni l'environnement, ni les populations. Donc ne confondons pas déchets et pollution.
Aujourd'hui, ce qu'on veut traiter, c'est les pollutions. Et les pollutions, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ça me paraît absolument indispensable de le rappeler. Il faut évidemment parler des alternatives parce qu'on ne veut plus de nucléaire, mais c'est quoi l'alternative? Aujourd'hui, le 100% renouvelable n'existe pas. La sobriété, moi aussi, et au voie du nucléaire, on est plutôt très partisans de la sobriété aussi, mais ça ne suffira pas parce que sobriété ne veut pas dire zéro consommation d'énergie, moins 100 fois. Allez dire ça au reste de la planète aussi, vous allez voir. Donc il faudra quand même alimenter en énergie. Et aujourd'hui, c'est soit fossile plus renouvelable, soit nucléaire plus renouvelable. Donc notre choix, il est là. Mais vous ne pouvez pas, avec du 100% renouvelable, comme vous ne pouvez pas avec 100% de rénovation énergétique sur les bâtiments, vous passez de vos capacités fossiles. Vous pouvez réduire la quantité d'heures pendant lesquelles elles fonctionnent, mais vous ne fermerez pas ces centrales fossiles. Si vous n'avez pas du nucléaire avec, pour fournir la base d'électricité à toute heure, tout le temps dont vous avez besoin. Et pour les déchets qui sont générés et l'impact de ces déchets, aujourd'hui, prenez l'Allemagne par exemple, là, qui a 50% de fossiles, donc 44%, excusez-moi, je m'embrouille dans les chiffres, mais 50% de fossiles avec près de 40% de charbon dans son mix électrique. Aujourd'hui, ils ont un parc installé, parce qu'ils n'ont pas cette densité, je rappelle. Le parc installé éolien, il est plus important que le parc installé nucléaire. La capacité qu'on pose en espérant qu'elle fonctionne autant que possible. Donc le parc nucléaire, il fonctionne entre 85 et 90% tout le temps. Donc votre parc, il est exploité à peu près à cette proportion-là. Dans les Allemands, ils ont un parc solaire qui est à 80, dont ils ont un facteur de charge de 15 à 20%. Ils ont un parc éolien qui est à 70, qu'ils occupent à entre 20 et 25% dans bien des cas. Ils ont un parc fossile qui est à 70 aussi. Donc ils ont 3 fois l'équivalent de notre parc nucléaire, pour une empreinte carbone qui est le double, un prix d'électricité qui est supérieur, et la seule économie du G7 qui, entre 2023 et 2024, s'est contractée. En termes de génération, de déchets, d'espace, de coûts de réseau, de trucs comme ça, on a la démonstration factuelle en comparant la situation de la France et de l'Allemagne après plus de 20 ans de transition énergétique dans des directions opposées. Alors, pas opposées parce qu'en France, on a quand même beaucoup poussé vers les renouvelables. On a voulu fermer du nucléaire. On est quand même pas aussi loin que eux sont allés, mais on a quand même pris dans cette direction-là. Aujourd'hui, vous avez un bilan avéré, un retour d'expérience qui nous permet de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, ce qui marche, c'est le nucléaire, plus les renouvelables, hydroélectricité aussi, on va pas aussi oublier, et certainement pas de conserver notre dépendance aux énergies fossiles. Excuse-moi, j'étais long. Donc, j'ai pas tout dit. Non, mais du coup, tu voulais changer de sujet. Ouais, mais là, je peux pas ne pas répondre. Donc pour Fukushima, il y a des travailleurs qui sont en bras de fer avec l'entreprise TEPCO, qui est l'équivalent d'EDF pour le Japon, qui sont en bras de fer pour faire reconnaître leurs maladies liées à des irradiations. Le propre du nucléaire, c'est que c'est très compliqué d'évaluer les impacts, puisque ce sont des impacts surtout en termes de maladies qui vont être provoquées par des expositions, soit comme j'ai dit, soit directement par les travailleurs de la centrale, puisque ce sont eux qui sont en première ligne quand il y a un accident nucléaire, et ensuite pour le démantèlement et la gestion du réacteur dans l'état dans lequel où il est. Et il y a des enfants aussi, il y a un cas d'enfants qui ont porté plainte pour une recrudescence de cancer de la thyroïde. Donc encore une fois, il y a beaucoup d'invisibilisation des personnes qui subissent les impacts du relargage dans l'atmosphère de particules radioactives. Il y a aussi au moment de Fukushima, il y a eu donc des bateaux de l'armée américaine et des soldats américains qui sont impactés, qui sont malades parce qu'ils se sont pris en pleine tête le nuage radioactif. Donc il y a toutes ces personnes-là qui sont complètement invisibles, mais qui ont leur vie brisée suite à cet accident. Je vais passer à Tchernobyl. Donc Tchernobyl, il faut savoir que donc il y a eu énormément de médecins,
biélorusse, hein, Tchernobyl et la zone d'exclusion aujourd'hui, elle est à cheval sur l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Et donc il y a énormément de médecins soviétiques qui ont travaillé sur les impacts directs des 10 jours qui ont suivi donc l'accident de Tchernobyl avec les nuages radioactifs qui ont soufflé pendant 10 jours autour de la centrale, et l'impact ensuite de l'ingestion, parce qu'il y a une population énorme qui continue à vivre aux abords de Tchernobyl et qui, au quotidien, parce que ce sont des populations assez pauvres, n'ont pas les moyens de s'acheter de la nourriture qui est saine, qui n'est pas contaminée, qui n'est pas cultivée dans leur jardin. Or, leur jardin étant contaminé, ils ingèrent notamment du césium-137, qui provoque différentes maladies, et pas du tout que des cancers, mais des problèmes respiratoires, des malformations chez les enfants, etc. Donc, et ça a été documenté par de nombreux médecins. Mais il faut savoir que depuis 1959, il y a un accord entre l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc la mission de cette agence de l'énergie atomique, c'est de s'assurer de la sûreté du nucléaire dans le monde et aussi de promouvoir le nucléaire. Et donc l'OMS n'a pas le droit de diligenter des études dans le domaine du nucléaire, sur la santé, si l'AIEA, donc cette agence de l'énergie atomique, n'est pas d'accord. Et donc il y a eu énormément d'invisibilisation, de nombreuses études qui ont été menées. À l'époque, les médecins russes et biélorusses qui se sont occupés des liquidateurs qui ont été irradiés, en fait, avaient tellement vu et tellement suivi la population qu'ils étaient capables, en regardant les dents, de savoir combien de doses ils avaient reçues. Donc ils avaient vraiment un savoir extrêmement poussé. Quand je suis allée en Ukraine au mois de novembre, j'ai eu l'honneur de rencontrer le professeur Bandajewski, qui est un médecin biélorusse qui a passé sa vie depuis 1986 à étudier l'impact du césium sur la santé des enfants. Et pour ça, il a passé près de 8 ans en prison en Biélorussie pour qu'il soit silencié. Voilà. Donc il y a énormément d'études, donc je vous conseille de regarder Bandajewski. Il y a Blokov aussi, qui donne des chiffres bien loin des 2000. Les 2000, c'est ridicule parce que déjà il y a beaucoup plus de morts que ça, et j'ai donné le chiffre tout à l'heure, entre 200 000 et près d'1 million. Et d'autre part, il faut compter les gens qui sont malades, qui sont infirmes et qui vivent aujourd'hui, qui ont vécu et qui vivent aujourd'hui avec ces séquelles-là. Juste dans les accidents nucléaires les plus graves, il y a l'accident de Mayak qui a eu lieu le 29 septembre 1957. C'est dans une ville secrète, donc en Russie, c'est l'ex-URSS, où il y a eu une explosion d'un bâtiment qui contenait des substances radioactives. Il y a une contamination massive de la population alentour qui a été évacuée et qui souffre encore de ces impacts aujourd'hui. Juste pour vous donner un petit aperçu, parce que du coup Madame Tripaletti reparlait du gaz. Je précise que Greenpeace est une association qui se bat pour un monde non contaminé, pour un environnement sain. Donc, on a fait des actions pour dénoncer l'ouverture du terminal méthanier de liquéfaction de gaz quand il a été ouvert suite au début de la guerre en Ukraine. On est contre l'ouverture de tout projet gazier et pour la fermeture de ceux qui existent déjà. Donc, le débat, il se situe pas là pour moi. On est d'accord sur le fait qu'on doit absolument sortir des énergies fossiles. Je préfère juste le préciser. Concernant Bure et CIGEO, je voudrais juste vous donner quelques chiffres clés. Parce que le parvis de Notre-Dame, voilà, il y a toutes sortes de comparaisons qui sont sorties régulièrement sur ce volume de déchets nucléaires qui est systématiquement minimisé. CIGEO en chiffres, donc 500 mètres sous terre, dans le territoire de Bure. Il fait souvent un ciel très gris, certes, mais c'est 270 km de galeries souterraines.
C'est l'équivalent d'un métro parisien et demi. C'est 1 à 2 convois de 10 wagons par semaine, donc des wagons qui partent de l'usine de Lague en Normandie, qui vont aller jusqu'en Meuse pendant un siècle. Et ça, c'est sur le même, donc c'est sur les mêmes routes et les mêmes voies ferrées que ceux qu'emprunte la population. C'est des millions de mètres cubes qui vont être excavés et c'est un chantier qui va durer 130 ans en coactivité, avec des risques d'incendie qui ne sont pas maîtrisés pour l'instant, des risques d'explosion par hydrogène parce qu'on a des déchets qui génèrent de l'hydrogène. Et ça, c'est Landra qui le dit. Landra le dit que il va y avoir une diffusion des radioéléments dans la croûte terrestre. C'est juste qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais c'est une certitude. Donc c'est pas la peine de dire que c'est pas vrai, ça va contaminer l'environnement. J'ai pas dit que c'était mal. J'ai dit qu'il y avait un réacteur à eau clos. Vous avez dit que ça n'allait pas polluer l'environnement. Or, c'est mais la radioactivité, elle n'est pas une pollution en tant que telle. Alors, c'est intéressant. Si elle en veut trop, je suis pas sûre que vous... Non, mais c'est très bien parce qu'en plus, on a quelqu'un qui a travaillé dans le nucléaire médical. Ça me permet juste de rappeler que 50% des cancers dans le monde aujourd'hui sont guéris par la radioactivité et que la radioactivité sauve beaucoup plus qu'elle ne tue. Non, la radioactivité, parce que j'enseigne à Sciences Po, je suis un peu les curriculums et les cursus, et je sais qu'il y a un certain nombre de éléments physiques qui sont pas forcément dans les cursus des élèves de Sciences Po, comme les élèves des écoles d'ingénieurs manquent aussi d'un certain nombre de connaissances que vous avez, de la complémentarité essentielle des disciplines, et qui est que la radioactivité est un élément naturel qui est constitutif de la croûte terrestre, des objets, de vos corps, de nous tous, nous sommes radioactifs. Donc, il faut faire un petit peu attention sur et vous voyez bien avec Fukushima, 0 mort versus une occupation. Franchement, c'est indécent de dire qu'il y a 0 mort à Fukushima. Franchement, indécent, regardez les chiffres et tous les rapports de l'ONU et de l'ONU. Mais je comprends pas. Moi, ce que je trouve ça indécent, c'est d'inventer le directeur de la centrale est décédé d'un cancer 2 ans après. Enfin, il y a absolument. Alors, j'aimerais bien voir les rapports des médecins qui raccrochent, parce que les cancers dans le monde, on est exactement dans le... Ah oui, non, je pense aussi, effectivement, mais petit point quand même, vous remarquerez, donc, regardez non, parce que on parle beaucoup parce que moi, mon problème avec le fait qu'on focalise sur ces accidents, c'est important qu'ils focalisent parce que aujourd'hui, grâce notamment à Greenpeace et aux autres, le nucléaire effectivement a un bilan sanitaire extrêmement faible. Il aurait pu être plus important. Il pourrait être plus important si on continue pas à exercer une attention tous les instants. Donc, c'est absolument essentiel que cette surveillance se fasse, cette surveillance citoyenne. Alors nous, on est aussi citoyens et bénévoles, on est en faveur du développement du nucléaire, on est en faveur du développement rationnel, raisonné, en faveur des populations. Mais vouloir tuer une industrie, c'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Par exemple, on n'est pas toujours fan de Big Pharma, c'est pas pour ça qu'on veut plus donner de médicaments à nos gamins. On veut s'assurer qu'ils soient fabriqués dans de bonnes conditions. Même chose, quand on n'a pas d'alternative, c'est pas possible, mais là, on a une alternative. Alors, justement, laquelle? Ça fera lieu à la prochaine question. Donc, merci pour vos réponses très complètes qui ont permis d'aborder au final beaucoup de mes questions vis-à-vis du risque zéro, des déchets, de la souveraineté, de la géopolitique. Donc voilà, comment ça permet de traiter beaucoup de sujets. Maintenant, on va partir sur un sujet un peu différent, qui est que vous accordez toutes deux une place majeure aux citoyens et aux scientifiques dans la transition énergétique. Le politique en lui-même et seul ne semble pas pouvoir peut-être être une solution efficace pour faire avancer les choses. Ainsi, ma question est quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer dans le choix des politiques énergétiques d'un pays, et dans la même mesure, en quoi le sujet de l'information transmise aux citoyens, et l'importance du scientifique sont nécessaires à une transition énergétique. Et oui.
Alors c'est intéressant parce que on peut, là on peut parler justement sur la participation du public sur la relance, le problème de relance du nucléaire. Donc 2022, Emmanuel Macron annonce la relance du nucléaire lors de son discours de Belfort en février, avant les élections. Donc, manœuvre électoraliste, voilà. Et s'ensuit un premier débat. Mais pas un débat global, hein. C'est pas est-ce qu'on relance ou pas, c'est ou à peine en fait. Ça a été glissé dans alors on va construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires, 2 réacteurs sur le site de Penly, 2 réacteurs sur le site de Gravelines et 2 réacteurs au Bugey, très bien. Et donc il y a un premier débat qui a été lancé sur Penly pour ou contre la construction c'est sur le projet de construction de nouveaux réacteurs nucléaires à Penly. Et on a la CNDP, donc la Commission nationale de débat public, qui est en France responsable d'organiser un débat public qui peut être saisi par la EDF ou le gouvernement pour mener un débat public, pour que le public participe à la décision, en tout cas fasse remonter ces questions envers le porteur de projet. Et donc ce débat a commencé en 2022. Donc c'était je crois septembre ou octobre 2022, quelque chose comme ça. Et donc la CNDP s'est quand même battue pour dire mais on va quand même débattre sur le programme nucléaire aussi, parce que on va pas juste débattre sur comment est-ce qu'on construit les réacteurs à Penly. Donc il y a eu un petit quelque chose, mais le débat de base de comment est-ce qu'on veut mener la transition énergétique en France, c'est-à-dire de quoi on a besoin comme énergie, comme électricité. Comment est-ce qu'on sort des énergies fossiles? Comment est-ce que qu'est-ce qu'on veut consommer? Et ensuite, comment est-ce qu'on produit l'énergie, l'électricité dont on a besoin? On n'a pas eu ce débat, alors que c'est le débat fondamental qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir pour faire face à l'urgence climatique. Donc ce débat a commencé et il durait jusqu'en janvier ou février 2023. Et à peine le débat public commençait, le gouvernement a déposé un projet de loi qui dit loi d'accélération du nucléaire, donc qui a déjà bafoué le débat public, puisqu'on est en plein débat public pour savoir si on va ou pas construire des réacteurs nucléaires sur un des premiers sites pressentis. Et là, le gouvernement dit on va passer une loi d'accélération du nucléaire pour que les procédures administratives soient chantées pour aller plus vite pour relancer le nucléaire. Donc déjà, donc le président qui menait ce débat donc la CNDP a envoyé une lettre en disant que c'était protestant, donc c'était bafoué le débat public. Donc ça a commencé comme ça. Et depuis, donc on a eu un deuxième débat public qui vient de se terminer à Gravelines, le troisième vient de s'enchaîner au Bugey. Et donc on débat sur un projet de construction de 6 réacteurs nucléaires sans avoir ni le coût, ni le plan de financement, ni le design finalisé des EPR2 qui veulent le construire. Donc il manque énormément d'informations. Il manque des études d'impact environnemental qui doivent se faire plus tard. On n'a pas d'analyse de risque global. Donc il manque énormément d'informations juste pour discuter de ce projet, et pourtant les débats publics sont en cours parce que c'est toujours le cas dans le nucléaire. De toute façon, c'est un rouleau compresseur, donc les projets, on sait très bien qu'ils vont être faits, quelle que soit l'issue du débat. Je sais pas si vous avez vu le film de Plogoff. Est-ce que vous avez vu des pierres contre des fusils à Plogoff? Plogoff, c'est donc c'était un lieu où le gouvernement voulait construire une centrale nucléaire. Donc qui faisait partie en Bretagne, c'est la seule région qui continue à s'alimenter au gaz de la construction centrale. Ah mais je crois qu'on a un réseau global. Donc c'est le site où les habitants ont refusé même de discuter avec EDF pendant l'enquête publique. Donc c'était non, on n'en veut pas. Et pendant toute la durée de l'enquête publique, ils ont fermé la mairie et ils ont résisté. Il y a la police, il y a même l'armée qui est venue sur place. Et regardez ce film qui est incroyable. Et à la fin, le résultat de l'enquête publique, c'est fait oui. L'opinion est favorable à l'implantation
d'un réacteur nucléaire sur le site de Plogoff. C'est quand même extraordinaire. Au final, ça ne s'est pas fait parce que quand François Mitterrand a été élu en 1981, il y avait dans ses promesses de campagne d'abandonner le projet à Plogoff. Et voilà, juste pour vous dire comment se passe que il y a une militarisation une présence militaire sur un pauvre petit village breton qui refusait d'avoir une centrale nucléaire. Et il y a une énorme problématique, et souvent les gens sont contre le nucléaire parce que il n'y a pas de démocratie possible dans le nucléaire. C'est un héritage du militaire, hein. Le nucléaire civil vient du nucléaire militaire, et c'est un héritage d'un produit de guerre, hein, qui a été développé notamment pour fabriquer des bombes atomiques. Après, on s'est aperçu qu'on pouvait utiliser de l'électricité tout en fabriquant du plutonium, etc. Donc, il y a un énorme problème démocratique en France, et ce débat, on ne peut pas l'avoir. Et moi, je pense que ce débat, on ne peut pas l'avoir parce que quand on commence à creuser tout ce qui se passe dans la filière nucléaire, tout ce que ça implique, eh bien, on devient contre le nucléaire. Et c'est pour ça que je pense que l'État n'a pas intérêt à avoir ce débat en public. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour survivre, l'industrie nucléaire brandit la carte du climat, de la caractéristique bas carbone du nucléaire, tout en balayant complètement le fait qu'on ait des déchets dont on ne sait que faire pour les 1000 générations futures, le risque nucléaire, les coûts qui sont exorbitants, alors qu'on a des alternatives avec les énergies renouvelables qui sont les moyens les plus rapides et les moins chers de produire de l'électricité dans le monde, et le fait que, de toute façon, par rapport à l'urgence climatique, le nucléaire est bien trop loin à construire pour être une solution envisageable aujourd'hui. Je vais essayer d'être concise. Merci, Pauline. Alors, déjà sur cette question des renouvelables, je pense que c'est important. Il y a un concept dont on n'a pas parlé, c'est le concept d'intermittence, qui malheureusement est assez peu connu dans la population, qui est que les renouvelables, alors c'est une qualité qui leur vient de la nature, et la nature produit un petit peu ce qu'elle veut, là où elle veut, quand elle veut. Ce qui est très bien, par ailleurs, mais ce qui fait que pour nos sociétés qui dépendent d'une bande d'électricité qui doit être continue, pour rendre des services tels que la chaîne du froid, la santé, la lumière, pour travailler, lire, vivre, pour être en sûreté dans les rues et que sais-je, on a besoin qu'il y ait de l'électricité qui soit en permanence disponible, quoi qu'il arrive. Donc 100% renouvelable, ça n'existe pas aujourd'hui. Il n'y a pas d'expérimentation à l'échelle mondiale qui existe au niveau d'un village ou même d'une ville dans lequel c'est possible. Or, là où c'est 100% hydraulique ou 100% géothermie, on parle de la Norvège, on parle de certaines régions du Canada, on parle de l'Islande, on parle, etc., du Paraguay. Voilà, donc ça c'est vraiment sur des cas d'exception, mais à part dans ces endroits-là, et vous noterez que c'est pas du l'éolien et c'est pas du solaire, parce que là ils sont particulièrement intermittents, donc c'est des excellentes énergies de complément, mais encore une fois, ça n'a jamais entraîné la fermeture d'une centrale fossile, jamais. Donc ça c'est important de se souvenir, parce qu'il faut raisonner en termes d'alternatives. Donc il y a une alternative bas carbone qui est nucléaire, et on a 4 très carbonés. Aujourd'hui, il faut 90% de l'énergie mondiale, qui sont le charbon, le pétrole, le gaz et la biomasse. On brûle, c'est très carboné et très polluant à l'occasion. Donc, sur cette histoire de démocratie d'opinion, c'est hyper important. Aujourd'hui, s'il y a une population qui a été invisibilisée sur près de 20 ans quand même, de politique plutôt anti-nucléaire en France, c'est les opinions favorables. Aujourd'hui, vous êtes à 75% d'opinions favorables en France pour le nucléaire, soit plus de 62% à l'échelle de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que cette opinion, elle varie énormément sur le spectre politique, et les raisons qui sous-tendent l'opinion favorable des gens varient énormément. Vous avez des gens qui soutiennent l'énergie nucléaire pour des questions de climat, de lutte contre le réchauffement climatique,
d'autres pour des questions d'environnement, d'éviter l'extraction minière, d'éviter les pollutions et d'éviter la consommation et l'artificialisation des sols. Vous avez des gens qui le promeuvent pour une pouvoir d'achat, d'économie, de compétitivité de l'industrie. Vous avez des gens qui le promeuvent pour des questions d'indépendance énergétique et de souveraineté dans la prise de décision européenne et nationale, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez un spectre de raisons pour lesquelles les gens soutiennent le nucléaire qui est vraiment très large et diversifié. Vous avez même 47% des personnes qui votent pour les Verts, pour aller aujourd'hui, qui sont en faveur du nucléaire. Donc cette population-là, qui reconnaît, pour 80% des Français reconnaissent la capacité du nucléaire avec la chaleur, la mobilité et l'électricité, donc chaleur et mobilité en plus de l'électricité, sa capacité à décarboner en profondeur l'économie. Malheureusement, les perceptions ne sont pas là et ont eu du temps à venir et ont effectivement commencé à basculer à partir de 2022 plus ou moins pour des raisons comme, par exemple, on parlait de la Bretagne et de Plogoff, le week-end où il y a eu la mise en service de la centrale à gaz de Landivisiau en Bretagne. Donc nous, on était 4 à Pékin avec une pauvre banderole devant la centrale de Landivisiau, tout seul, pendant que le directeur général de Greenpeace était en train d'escalader la tour de Flamanville 3 en Normandie pour alerter contre les risques nucléaires. Alors on a préféré qu'il soit avec nous à la centrale de Landivisiau en Bretagne, qui du coup s'alimente par câble aussi sur l'électricité nucléaire qui se reste du territoire. En 2020, les vols du nucléaire, elle a été, je trouve que ça a quasi été une première mondiale. Alors, on est allé manifester dans les locaux de Greenpeace France, mais pas seulement, pour demander à ce qu'on arrête de dire sortir du nucléaire et des fossiles pour le climat. Et on a montré les rapports du GIEC, on a cité les études des scientifiques, le bilan de retour d'expérience mondiale, on a dit que vous avez parfaitement le droit d'être anti-nucléaire. Il n'y a aucun débat là-dessus. Par contre, on n'a pas le droit de mentir sur certaines choses. L'énergie nucléaire en France, c'est l'énergie la plus bas carbone de toutes. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas dire sortir du nucléaire et des fossiles pour le climat. Surtout quand on est une organisation reconnue, respectée, et qui a réussi à obtenir la confiance des populations pour traiter des questions d'environnement et de climat. Donc ça, pour moi, c'est un problème démocratique majeur, des informations majeures, qui a motivé le fait qu'en 2018, j'ai décidé de ne plus avoir de revenus et de créer les votes du nucléaire. Pour mettre les pieds dans le plat et pour dire, il faut absolument qu'on parle de ce tabou et qu'on commence à partager sur le sujet. Et qu'est-ce qui m'a fait faire ça? Un sondage qui disait que 86% des 18-35 ans en France, à l'époque, en 2018, 86% des 18-35 ans, c'est votre génération qui décide maintenant, puisque c'est déjà à la décision, et qui vont décider pour les 50 années à venir. 86% des jeunes de 18-35 ans pensaient que le nucléaire était un contributeur majeur aux gaz à effet de serre. Donc le contraire exact de la réalité scientifique et technique. Et cette même génération mettait en haut de leurs préoccupations électorales le changement climatique. Donc pour une question de mésinformation, on va dire, vous aviez des gens qui se tiraient une balle dans le pied en votant. Donc on avait un système démocratique bancal. Donc après l'idée c'est pas de dire aux gens qu'il faut qu'ils votent et que il y a les bien-pensants qui sont gentils, qui ont raison d'un côté et puis les autres de l'autre. Il s'agit de donner les faits, les aligner et puis laisser les gens décider pour eux-mêmes. Et l'expérience qu'on a aujourd'hui des débats publics que Alain Boyer a cité à Gravelines, à Bugey, à Panly l'année dernière, dont on a entendu parler, c'est surtout que d'abord la France est un des rares pays à avoir ce cycle de concertation, mais qu'en plus, les anti-nucléaires, dont les partisans de Greenpeace, empêchent le débat, demandent la fin des discussions, font des troubles jusqu'à ce que les discussions soient arrêtées. Donc en fait, ils empêchent le débat et on invisibilise le fait que aujourd'hui, vous avez quand même une population qui a pris acte du fait qu'on n'avait plus que 25 ans jusqu'à 2050 et que soit on allait de manière décisive s'appuyer sur des atouts qui existaient, qui ont fait preuve de leur efficacité, avec toutes les nouvelles technologies arrivantes qui vont venir soutenir ça
pour tacler des vrais problèmes qui sont aujourd'hui les disruptions géopolitiques mondiales et les disruptions environnementales mondiales, soit on continue à s'entêter et à s'enferrer dans des perceptions et des imaginaires qui sont très respectables, mais qui par ailleurs ne doivent pas aller à l'encontre des faits. Donc la conjonction des luttes, moi je suis tout à fait pour. Maintenant, il y a quand même une lutte qui, je pense, précède les autres parce qu'elle va impacter les autres. Et que le jour où vous voyez les gens qui sont sous les inondations, sous les guerres, sous les incendies et les machins, ils n'ont pas le temps de se préoccuper de l'égalité homme-femme, de la solidarité internationale, de la biodiversité, de la qualité de l'eau, etc. Tout ça, excusez-moi du langage, ça passe à l'as. Donc à un moment, il faut un peu s'assurer qu'on a de la visibilité sur l'avenir, qu'on est capable d'opérer ce changement de société si c'est ce qu'on veut, de l'opérer tous ensemble, et pas de manière dictatoriale d'une minorité qui va dire donc 25% qui va dire aux autres 75% non, on n'en veut pas du nucléaire, donc ça sera 100, et vous n'avez pas le droit d'en discuter, vous n'avez pas le droit d'en débattre. Non, allons-y tous ensemble et donnons-nous le temps de faire ce changement de société si c'est ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, il va rien se passer. C'est-à-dire que si on tacle pas cette question du changement climatique, on va ne plus faire, je vous le garantis, toutes nos ressources humaines, financières, notre temps, nos efforts, notre capacité à changer, notre volonté de changer, va passer dans l'adaptation. On va la passer à résister aux effets du changement climatique et à encaisser. On va plus du tout être dans la mitigation, dans la réduction des effets. Quand vous avez plus de 50 degrés et que vos enfants sont en train de potentiellement rester au milieu d'un chaud, vous déclenchez votre générateur au fioul, au diesel, qui est derrière votre maison, et vous mettez de la clim. C'est ça le fait. Ça, je pense qu'il faut quand même un petit peu s'en souvenir. Et quand on parle de décision politique en France, donc CGO, c'est 30 ans de passage auprès des différentes présidences, des différentes assemblées nationales, sénatoriales, qui ont eu des mix politiques extrêmement différents au cours des 30 années, et qui a toujours été avalisé par la démocratie représentative en France. Aujourd'hui, la centrale de Fessenheim, elle a été fermée par décret le dernier jour de son mandat par Madame Ségolène Royal, avec absolument zéro concertation de rien du tout. C'est des milliers de tonnes de CO2 qui sont repartis dans l'atmosphère année après année à partir de la fermeture de cette centrale. Donc, il y a probablement des améliorations encore à faire dans les concertations, dans les consultations. C'est bien de laisser les gens s'exprimer, y compris quand ils sont pro-nucléaires. Et puis, par ailleurs, c'est bien de s'assurer que tous les accidents, tous les dangers industriels, tous les polluants éternels, plastiques, plomb dans les canalisations d'eau, encore en France, avec du saturnisme pour les enfants, le mercure, les trucs comme ça, tout ça, ça bénéficie d'autant d'attention de la part de Greenpeace que l'énergie nucléaire, auquel on espère, et on continue à maintenir un niveau d'attention élevé, on continue à être dans les résultats dans lesquels on est aujourd'hui. Donc, ouais, je peux répondre. Ouais. Oui, enfin, il y a quand même beaucoup d'attaques, donc je pense que après je réponds et après on vous laisse. Donc effectivement en 2022 il y a la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt parce qu'on a découvert des fissures dans les tuyaux de circuits de refroidissement secondaire de secours des centrales nucléaires. Et donc, ça conduit notamment à l'ouverture de l'utilisation de la centrale à charbon de Saint-Avold et la centrale à gaz de Mondiviso. Voilà, on était dans ce cas de figure-là. Pour revenir sur, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses. Donc, effectivement, je pense que on n'a pas les mêmes cibles, Madame Tripati. Greenpeace, dans le monde entier, lutte contre les pétroliers pour la fin de tout nouveau projet, le projet ICOP en Tanzanie et en Ouganda, qui est le plus gros pipeline chauffé au monde que Total veut construire aujourd'hui, qui est un non-sens complet par rapport au contexte actuel. Aujourd'hui, Greenpeace USA est en danger de fermeture parce que on a une procédure bâillon. Greenpeace est poursuivi par un industriel pétrolier qui s'appelle Energy Transfer parce que il y a 7 ans, Greenpeace était aux côtés des populations autochtones, donc des peuples Sioux qui vivent près de Standing Rock, qui s'opposaient
à l'installation du Dakota Pipeline sur leur terre qui allait polluer leur eau et menacer leurs conditions de vie. Et donc pour ça, on est au tribunal aujourd'hui et pour ça, on risque la fermeture d'un de nos bureaux. Nos cibles, nous, ce sont les pétroliers, ce sont les industries qui veulent extraire les ressources minières en eau profonde au péril de la biodiversité et de la fonction régulatrice climatique de l'océan. Ce sont les industries plastiques, parce qu'il faut cesser de produire des emballages plastiques. Ce sont les entreprises qui font de la fast fashion et on a toute une campagne sur ce sujet-là aussi. Donc Greenpeace, c'est pas juste, on est contre toutes sortes de contaminants et on est présent dans 57 pays dans le monde et on s'occupe de ça. Donc on n'a pas juste une obsession et nos cibles, c'est pas des organisations comme les Voix du nucléaire, ça n'a aucun intérêt pour nous de nous en prendre à des gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Le fait de penser au bas carbone, pour juste répondre en 2 secondes sur le fait qu'une énergie soit bas carbone n'en fait pas une énergie qui est souhaitable pour notre société. Si on fait juste des mathématiques, donc aujourd'hui on a un parc nucléaire qui a 56 centrales nucléaires en fonctionnement, 56 réacteurs nucléaires en fonctionnement, qui ont pratiquement tous 40 ans d'utilisation. Et qui vont devoir le plus vite possible être arrêtés parce que plus on prolonge la vie de ces réacteurs et plus on augmente les risques d'accident nucléaire parce qu'on ne peut pas changer une partie qui est très qui devient plus fragile avec le temps, qui est la cuve du réacteur dans laquelle il y a la fission. Et donc là, on est dans une situation où c'est maintenant qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est maintenant qu'il faut mettre en place ces solutions et c'est pas en 2040, 45 ou 2049. On n'est pas dans une course de OK, en 2049, on coupe toutes les émissions et en 2050, on atteint la neutralité carbone. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, je suis désolée, mais je comprends pas comment vous pouvez penser qu'aujourd'hui que le nucléaire nous permet d'accéder à le nucléaire ne va être d'aucune aide que ce soit pour la réduction pour éviter un gramme d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2040, 2045. Et je vous invite à lire le dernier rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir au mois de janvier, qui s'appelle La filière EPR, une dynamique nouvelle et des risques persistants, qui alerte sur un possible échec du programme EPR2 et voilà, je vais pas m'étaler dessus parce que je vais vous laisse la parole. Merci. Alors merci beaucoup pour ces réponses. Donc maintenant on va effectivement passer aux questions du public. Donc on va faire passer un micro et n'hésitez pas du coup à lever le bras si vous avez des questions. N'hésitez pas à dire si votre question s'adresse à l'une d'entre nous en particulier. Ok. Merci beaucoup pour ce débat. Je ne connais pas trop le prénom, donc la personne à ta droite. On a beaucoup parlé ce soir de décarbonation. C'est un mot qui a été répété de manière à peu près à chaque réponse. Je me posais la question notamment sur le cycle de vie du nucléaire, que ce soit de l'extraction à l'enfouissement. Combien est-ce qu'on estime l'empreinte carbone, puisqu'on dit le nucléaire c'est décarboné, oui, lorsqu'on le produit, mais sur l'ensemble de la chaîne de production, combien est-ce qu'on estime par rapport aussi aux autres énergies. Voilà. Alors je vais donner les chiffres du GIEC. Donc le nucléaire et l'éolien sont dans leur moyenne mondiale à 12 grammes de CO2 par kilowattheure. On calcule toujours en ACV, en analyse cycle de vie. Donc, tout ce qu'on dit, c'est pas que sur la production, c'est bien en intégrant l'intégralité du système, auquel, pour être honnête, sur les renouvelables, il faudrait qu'on intègre aussi tous les services, systèmes d'infrastructure autour qui aujourd'hui sont pas comptabilisés. C'est-à-dire qu'on compare pas un kilowattheure équivalent.
Alors, vous ne parlez pas un kilowattheure que vous êtes sûr d'avoir quand vous appuyez sur le bouton. Avec un kilowattheure, vous n'êtes pas sûr d'avoir et qui doit être complémenté, soit avec des batteries, soit avec des capacités fossiles, etc. Et bon, je reviens à ta question. Nucléaire, éolien, 12 grammes de CO2 par kilowattheure à l'échelle mondiale. L'hydro, c'est un peu plus variable. Ça va de 1, dans quelques cas extrêmes, à un peu plus de 10. Le solaire, c'est à 58. C'est beaucoup plus haut. Après, tu as le gaz, qui est entre 400 et 500. Tu vas avoir le pétrole entre plutôt aux alentours de 800. Et puis après, le charbon, c'est à peu près une tonne. Donc ça, c'est les échelles. Après, le nucléaire français est en dessous, parce que comme toute l'intégralité, à part l'extraction d'uranium, est sur le territoire français, en fait, le nucléaire très bas carbone nourrit les installations qui fabriquent le nucléaire. Et donc, typiquement en Chine, les panneaux solaires photovoltaïques sont très très pénalisés, les 95% du marché mondial, alors fait que la Chine a un mix électrique très charbonné. Quand ils sont fabriqués à partir de charbon, c'est ce qui fait qu'ils sont aussi peu chers. Mais du coup, ils ont une empreinte carbone qui est très élevée. Donc en France, on a la chance de nourrir le nucléaire par le nucléaire. Ils font mieux que nous, qui sont les Suédois, qui ont un mix quasi 50-50 nucléaire hydro, avec quand même une portion non négligeable de près de entre 5 et 10% de renouvelables selon les points d'éolien et de solaire selon les cas. Alors ce qui est intéressant, ce qui participe à cette analyse cycle de vie, c'est la durée de vie des équipements. Et typiquement, la centrale de Flamanville aujourd'hui qui est en cours de démarrage, qui va atteindre sa pleine capacité d'ici à la fin de l'année, elle va avoir une durée de vie entre 60 et 80 ans. Donc là, dans 25 ans, on est en 2050, donc elle va nous emmener très loin, plus loin. Les centrales actuelles, elles vont aussi, pour la plupart, nous emmener jusqu'à des durées de vie probablement de 60, ils sont en train de réfléchir à les emmener au-delà de ça. A contrario, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un mix de toutes les énergies bas carbone ensemble. Le solaire et l'éolien, les parcs que vous allez construire aujourd'hui, ils auront atteint leur durée de vie avant 2050. Donc, tout ce que l'on construit aujourd'hui, il faudra déjà renouveler l'intégralité de ces équipements. Mettre à la benne, au recyclage, on espère. Aujourd'hui, les filières sont pas tout à fait mûres, mais ça va venir avec le temps. Et puis, il faudra renouveler l'intégralité, et comme ça, tous les 20 ans, au mieux. Donc, effectivement, la durée de vie des équipements qui est encore meilleure dans l'hydroélectricité, parce que l'hydroélectricité, vous êtes sur des échéances de 100, voire plus longtemps, c'est quasi inarrêtable, un barrage hydro, si vous l'entretenez et vous le maintenez bien. Donc, c'est des éléments de calcul qui sont absolument essentiels à comprendre. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question pour Madame Boyer. Vous avez parlé de la fermeture des 56 réacteurs nucléaires pour la rénovation slash le remplacement. Et je voulais savoir, puisque quand on réduit l'utilisation d'une énergie, il faut la compenser par d'autres pour continuer de répondre à la demande énergétique. Et dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut faire pour justement arrêter les réacteurs, pour les rénover ou remplacer, sans faire augmenter le coût de l'énergie? Alors, en fait, donc aujourd'hui, il y a une volonté d'EDF de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires. Parce que, d'une part, la politique du tout nucléaire de la France a fait que la France a très peu investi dans les énergies renouvelables, et c'est la cancre de l'Union européenne, parce que la France est le seul pays qui n'a pas respecté ces objectifs qu'elle s'est elle-même fixés en développement des énergies renouvelables. Donc, on est à la traîne par rapport à nos voisins européens. Et donc là, et Bernard de Rosuc, qui était l'ancien président de l'autorité de sûreté nucléaire, a bien averti le gouvernement de mener une planification très fine sur la politique énergétique des prochaines décennies, parce que justement la sûreté nucléaire ne doit pas être le facteur d'ajustement d'une mauvaise politique énergétique de la France. C'est-à-dire que les prolongements se font au cas par cas. C'est pas du tout automatique le fait d'avoir une autorisation de prolongation d'un réacteur nucléaire qui se fait
Ensuite, au prix de ce qu'on appelle le grand carénage, qui sont des travaux importants pour mettre en œuvre déjà les mesures post-Fukushima et plein d'améliorations pour la sûreté des réacteurs nucléaires, ce qui coûte très cher et ce qui mobilise beaucoup de monde. Encore une fois, plus on prolonge une centrale et plus on augmente les risques d'accident nucléaire. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de sortir, de fermer le plus vite possible les réacteurs nucléaires qui sont arrivés à 40 ans. Mais si on regarde, encore une fois, ce que nous dit le GIEC, c'est que l'éolien et le solaire ont 9 fois plus de potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 que le nucléaire. Et l'objectif fondamental, c'est comment on se passe de notre consommation d'énergie finale en France qui est constituée à 60% d'énergie fossile. C'est ça le but qui doit nous occuper aujourd'hui. C'est une urgence vitale, une urgence fondamentale. Et ça, encore une fois, le nucléaire, le nouveau nucléaire, en tout cas celui qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore construit, n'apportera rien de ce côté-là. D'autre part, il y a une réalité économique qui est à prendre en compte par rapport au nouveau nucléaire, c'est que donc ce rapport-là sur la filière EPR le dit, c'est que Flamanville 3, donc le réacteur EPR qui vient d'être mis en fonctionnement, il a une rentabilité médiocre. C'est-à-dire qu'il a coûté tellement cher que c'est hors de prix, on va dire. En gros, le réacteur a coûté 7 fois plus cher que ce qui était prévu. Donc, on est passé à une facture de 23,7 milliards d'euros par rapport à 3 et quelques au début. En plus du retard qui a été observé. Et donc, pour le programme du nouveau nucléaire, la Cour des comptes et donc M. Moscovici a dit lors d'une présentation que on arriverait à une facture de 100 milliards. 100 milliards, ça fait des coûts. Donc c'est ce que Greenpeace avait dit on l'avait dit dans un rapport l'année dernière, donc ça corrobore un peu avec nos calculs. Et selon nos calculs, ça fait un coût de production d'électricité entre 135 et 176 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à peu près à 97 sur l'année 2024. Donc, c'est énorme. Donc, forcément, il y aura des répercussions sur le prix, sur le prix de l'électricité. Après, les prix de l'électricité, c'est compliqué parce que ils dépendent des tarifs régulés de vente et donc ils ont souvent rien à voir avec la réalité économique. Voilà. Donc, c'est mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie abondante et peu chère du nucléaire, qui était la promesse Atom Fortis, la promesse Atom Fortis et avec le premier parc nucléaire, elle n'est plus vraie du tout aujourd'hui. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, chaque euro qui va être investi dans des nouvelles capacités nucléaires qui sont dont les promesses sont très mauvaises, hein, et c'est la Cour des comptes qui le dit encore une fois, c'est un euro qui ne sera pas investi dans les mobilités douces, dans le changement du modèle agricole, dans le développement de villes vertes et dans la mise à disposition pour chaque Française, citoyen, citoyenne, d'être capable de vivre avec une faible empreinte carbone. Parce que moi, je peux essayer à mon échelle de faire tout ce que je peux, mais je suis en permanence confrontée au fait que la société n'est pas faite pour ça. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est d'investir massivement pour donner ces moyens-là, pour rénover massivement les logements et faire des économies d'énergie massives de manière facile et de manière aidée, pour aider les ménages les moins aisés à pouvoir y accéder aussi. Étant donné que ça permet d'aborder du coup une thématique qu'on n'a pas évoquée, qui est plutôt un aspect économique, du coup Madame Tricati va pouvoir répondre brièvement. Et j'essaie d'apporter des éléments un peu complémentaires. Alors d'abord sur investir dans quelque chose ou dans quelque chose d'autre, il est important de se souvenir que
le nucléaire et les renouvelables ne rendent pas le même service. Donc, ils sont pas substituables l'un à l'autre.